Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 5e épisode de notre podcast Au fil du barreau, une initiative portée par l'Ordre des avocats au barreau de Lille. Pourquoi un podcast? Parce que le droit, la justice et la profession d'avocat, ce sont d'abord des voix, des engagements, des parcours humains. À travers cette série, on vous ouvre les portes du barreau de Lille, ses actions, ses valeurs, ses visages. Interviews, témoignages, actualités juridiques, un format vivant et accessible pour tous, étudiants, justiciables, entreprises ou curieux. Alors installez-vous, on vous emmène aujourd'hui dans l'univers des mardres en droit de la santé avec maître Caroline Kamkar, avocat au barreau de Lille. Bonjour maître Kamkar, pourriez-vous vous présenter ? Oui, bonjour. Donc, je suis Caroline Kamkar, je suis avocat au barreau de Lille depuis 18 ans aujourd'hui. Je pratique le droit de la santé depuis le début, c'est le seul contentieux que j'ai toujours pratiqué. Je défends les professionnels de santé, je n'interviens pas côté patient, uniquement professionnels de santé, dans un contentieux assez divers, assez varié, qui les défend uniquement dans le cadre de leur vie professionnelle et non pas privée. Première question, vous pratiquez le droit de la santé. Pouvez-vous nous expliquer ce que regroupe cette discipline ? Oui, le droit de la santé est une branche du droit qui s'intéresse à notre système de santé, à son fonctionnement, aux acteurs qui le font fonctionner. Il s'agit d'une branche assez variée puisqu'il s'agit de pratiquer le droit administratif, le droit civil, le droit pénal, mais aussi et surtout le droit disciplinaire et un contentieux peut-être un peu plus particulier qui est le droit de la sécurité sociale, le contentieux de la répétition d'indus et des actes facturés par les professionnels de santé. Donc vous le voyez, c'est quand même un domaine assez complexe. D'accord. Et quelles sont les situations litigieuses les plus fréquentes qui vous sont soumises ? Alors, il y a deux catégories, je dirais, de dossiers que je rencontre régulièrement. D'abord, j'ai vraiment le contentieux des professionnels de santé entre eux. Des associations, des modes d'installation des professionnels. Il y a tout un aspect conseil qui leur est apporté pour choisir le meilleur mode d'exercice. Un exercice seul, en libéral, un exercice en groupe, des associations possibles. C'est un droit qui est particulier parce qu'aujourd'hui, différentes instances sont là pour réguler le fonctionnement de notre système de santé et l'installation de nos professionnels de santé. Il n'y a pas de liberté totale d'installation. Les ordres ont un pouvoir important. Il y a des professions comme les kinés, par exemple, ou les infirmiers qui ne peuvent pas s'installer ou travailler où ils le souhaitent et comme ils le souhaitent. Donc il y a un accompagnement nécessaire et parfois, puisqu'on parle quand même d'une activité professionnelle, c'est important. Donc lorsque un professionnel n'a pas le droit d'exercer là où il le souhaiterait, dans la ville où il le souhaiterait, et qu'il rentre en contentieux avec son ordre par exemple, l'avocat va devoir l'accompagner dans ce contentieux qui est important pour lui. Nous avons également les associations, les professionnels qui exercent ensemble et qui souhaitent se séparer, travailler autrement. Les litiges peuvent apparaître aussi dans ce cadre-là. Un contentieux très important aujourd'hui, alors qui a émergé depuis de nombreuses années, mais on entend beaucoup notre système de santé qui est en danger, qui est en difficulté avec son financement. Donc la sécurité sociale aujourd'hui qui est le payeur en grande partie des soins, pratique des contrôles, vérifie les facturations, les cotations des professionnels de santé. Donc là aussi, il y a un contentieux qui est très technique, de vérification des actes qui ont été délivrés, des cotations qui ont été réalisées par les professionnels de santé. Donc ils sont accompagnés par des avocats spécialisés que nous sommes dans ces domaines-là. Et puis, les patients, les plaintes des patients qui sont diverses et variées. Le patient qui se considère victime, qui constate l'échec d'une prise en charge, qui a un préjudice important, qui se retourne contre son patient, ou le patient qui n'est pas satisfait, qui considère en tout cas que la prise en charge a été particulière. Et bien dans ce cas-là, le patient peut se retourner devant différentes instances, les chambres disciplinaires, les conseils de l'ordre, des praticiens qui sont très actifs et qui exercent de plus en plus, qui sont débordés d'ailleurs pour les professionnels de santé, mais aussi
les tribunaux judiciaires dans le cadre de demandes d'indemnisation des patients qui font valoir un préjudice qui, selon eux, doit être indemnisé par l'assurance, par le professionnel de santé. Alors, la résolution amiable de ces conflits est-elle possible dans tous ces cas ? Alors, dans tous ces cas, en effet, la conciliation ou la transaction prennent une place de plus en plus importante. Alors, pour ce qui est d'abord de la procédure disciplinaire, elle est assez particulière parce qu'initialement, les patients ne sont pas toujours au fait d'ailleurs de ces procédures. Ils engagent la responsabilité, ils portent plainte devant le Conseil de l'ordre et ils peuvent demander à être indemnisés. Il faut savoir que ces chambres disciplinaires ne sont pas compétentes pour indemniser. Et le rôle de la chambre disciplinaire, c'est uniquement de sanctionner le professionnel de santé au regard de la déontologie. Donc de prononcer éventuellement une sanction qui serait un avertissement, un blâme ou une interdiction d'exercer pour des faits qui seraient contraires à la déontologie, au dévouement, à la conscience, la compétence même du praticien, mais on n'indemnisera pas. C'est pour ça que la phase de conciliation peut être importante, parce que finalement, cette phase préalable de conciliation qu'impose le Code de la santé publique, qui est indispensable, les articles L 4123-2 du Code de la santé publique imposent à chaque ordre professionnel, donc Conseil départemental de l'ordre des médecins, des kinés, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, d'organiser cette conciliation. Et cette phase est importante parce que là, le débat peut être autre qu'un débat purement déontologique. Et il est important ici de comprendre la demande du patient, ce qu'il souhaite réellement, et voir avec le professionnel si on peut y accéder. Alors souvent, les demandes indemnitaires, on va orienter le patient vers d'autres juridictions, vers les commissions de conciliation, d'indemnisation, j'y reviendrai, vers les tribunaux judiciaires, vers l'expertise médicale, évidemment. Mais cette phase de conciliation permettra d'instaurer un débat qui a sans doute manqué en amont dans la prise en charge du patient, parce qu'on se rend compte qu'en pratique, les patients, lorsqu'ils déposent plainte, lorsqu'ils font un signalement à une instance comme le Conseil de l'ordre, c'est très souvent parce que quelque chose les a dépassés. Ils n'ont pas été informés correctement, ils n'ont pas compris ce qui leur est arrivé. Ou, alors on parle de déontologie, où souvent ils ont consulté différents praticiens et peut-être l'un d'entre eux a mis en lumière des dysfonctionnements dans la prise en charge préalable. Donc les patients viennent chercher de l'information avant tout. Lorsque l'objet c'est cette conciliation, cette communication qui a manqué, la conciliation va l'apporter. Et cette conciliation pourra permettre de mettre fin au litige par la signature d'un procès verbal de conciliation. Mais ce qui est important, c'est que dès le départ, le plaignant, parce que ça ne sera pas forcément un patient, ça peut être aussi un contentieux entre deux associés, deux professionnels de santé qui viennent régler un conflit devant le Conseil de l'ordre. Mais ce qui est important, c'est déjà cette volonté de concilier, puisque la procédure est un peu stricte. Si le patient qui a la maîtrise de cette phase de conciliation ne se rend pas à la conciliation, un procès verbal de carence est établi et de contentieux est renvoyé à la chambre disciplinaire de première instance. Le professionnel y est déféré. Donc c'est pour ça que ça n'est pas de la transaction, c'est uniquement une phase de conciliation, mais à mon sens tout de même déséquilibrée, puisque c'est le plaignant qui a cette phase entre les mains. Seul le patient, seul le plaignant peut décider de concilier. Le professionnel, s'il est seul à vouloir concilier, évidemment, rien ne se passera. Le patient est le seul à pouvoir décider d'éteindre le conflit ou non. Dans l'autre catégorie, lorsqu'un préjudice existe, lorsque une prise en charge a échoué, là, je remarque qu'en effet, une gestion amiable des conflits est de plus en plus présente parce que c'est l'assurance, les compagnies d'assurance des professionnels de santé qui ont la main sur la gestion des contentieux. Et dans ce cas-là, si on a des éléments très concrets, c'est-à-dire
une expertise médicale qui met en lumière un défaut dans la prise en charge du patient. Donc face à l'évidence, je dirais, eh bien, il y aura une réelle volonté des parties de discuter, de transiger, d'autant plus que le système judiciaire actuel, dans le domaine de la réparation du préjudice corporel, est très organisé et nous permet de respecter ces phases et d'arriver à une issue qui puisse satisfaire les deux parties. Il faut pour cela, encore une fois, une volonté de transiger et une connaissance de la matière, parce que la compagnie d'assurance n'acceptera de répondre qu'à des demandes réalistes, à des demandes basées sur les barèmes actuels face à un préjudice constaté, avéré. Dans ce cas-là, dans ces cas de figure, en effet, on peut dire que la résolution amiable des conflits pourra se faire sans difficulté. Et concrètement, quel est le rôle de l'avocat ? Alors, dans les différentes procédures, l'avocat aura un rôle différent. Dans les procédures disciplinaires, comme je vous l'ai expliqué, la procédure est très stricte, très claire, et on a une petite phase, une petite fenêtre de conciliation, qui est cette réunion autour d'une table au siège du conseil départemental avec un ou deux conciliateurs médecins qui ne sont pas des professionnels de la conciliation. Ils ne sont pas forcément d'ailleurs formés à cela. Ils peuvent avoir une attitude parfois peut-être de défense de leurs confrères, ce qui vient nuire à la conciliation. Le patient ne se sent pas en sécurité dans cette sphère. Donc il est important dans ces phases que le demandeur, le plaignant, comme le défendeur, donc souvent dans ces catégories-là, le patient et le professionnel de santé, soient accompagnés par des avocats qui ont pu préparer cette conciliation, cette petite demi-heure, heure qui va leur être réservée pour faire avancer ce litige. C'est souvent insuffisant, puisque nous le voyons, nous, dans nos procédures de médiation, lorsque vous avez un médiateur qui est désigné, il fait plusieurs réunions, il se prépare, il discute avec les parties en amont. Nous sommes privés de tout cela, et donc il est important que les avocats puissent discuter en amont, comprendre les demandes, travailler avec leurs clients, les ramener à des demandes réalistes, évidemment. Moi, de mon côté, en défense, il sera important d'amener mon client, donc le professionnel de santé, à reconnaître peut-être que sa prise en charge n'a pas été optimale, à reconnaître avec un gynécologue, par exemple, que la jeune patiente s'est sentie agressée dans la prise en charge. Elle n'est pas forcément là pour une demande indemnitaire, elle est là parce que l'examen lui a semblé brutal, lui a semblé déplacé parfois. Les professionnels, malheureusement, et on le voit, nous sommes dans une situation de pénurie de médecins. Les délais de consultation sont courts, ils n'ont pas toujours le temps nécessaire à la discussion, à l'explication qui serait pourtant nécessaire. Les patients attendent longtemps, parfois des heures dans la salle d'attente. Donc lorsqu'ils arrivent en consultation, si le médecin très rapidement leur demande de se déshabiller, fait un examen, ne prend pas le temps d'expliquer les choses, que le patient se sent un peu brutalisé, évidemment, la conciliation sera une sphère de discussion, d'explication. Et finalement, on se rend compte qu'on a deux personnes en difficulté, puisque le professionnel va être en difficulté dans sa pratique générale, et il va devoir l'expliquer au patient. Le patient va expliquer qu'il a annulé des rendez-vous professionnels, qu'il a pris une demi-journée de travail pour venir à ce rendez-vous, que c'était important, qu'il en est reparti finalement sans réponse réelle. Et le praticien va lui dire « mais moi j'ai fait mon travail parce que j'ai exclu toute gravité, tout signe de cancer, voilà, j'ai fait ce qui me semblait être important ». Mais la prise en charge médicale, elle est globale. Donc finalement, le rôle de l'avocat est de ressentir, de comprendre cette demande en amont, d'amener son professionnel à l'entendre et puis à rendre cette demi-heure, cette heure de conciliation efficace pour que le débat soit fluide entre les deux parties et assez rapidement. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu comprendre au fil des années avec ces 18 années de pratique et de me rendre compte que parfois, c'est tout simplement ce dialogue et de me rendre compte qu'aussi mes clients sont aussi en souffrance et en difficulté et de plus en plus et qu'il faut l'expliquer.
Ensuite, lorsque les demandes sont déplacées, clairement, indemnitaires, disproportionnées, totalement déconnectées de la réalité, il sera difficile de concilier, évidemment, mais le rôle de l'avocat sera de respecter la procédure et d'expliquer au patient qu'il s'est trompé de procédure, de l'orienter peut-être. Il m'arrive dans des conciliations, surtout lorsque les patients sont seuls, de leur expliquer tout simplement qu'il faut concilier, d'expliquer que la chambre disciplinaire, l'ordre ne sera pas là pour les indemniser, qu'ils perdent leur temps finalement. Et à ce moment-là, même si je suis l'avocate de la défense, de pouvoir équilibrer un peu ma position et d'expliquer à la victime que ce qu'elle recherche se trouve ailleurs et dans le cadre, par exemple, d'une expertise médicale qu'il faudra demander et éventuellement à ce moment-là nous faire une demande chiffrée, formalisée, beaucoup plus étayée et pourquoi pas l'orienter vers un confrère spécialisé puisque nous en avons et de très bons et qui sont spécialisés dans la réparation du préjudice corporel, qui interviennent du côté des patients, des victimes, et de les réorienter pour qu'ils puissent accéder, après tout, à une réparation juste, peut-être. L'expertise nous le dira par la suite. Donc le rôle d'avocat, il est là, vous voyez, il est double. Il y a cette préparation qui est importante, il y a cette connaissance de la matière que nous avons et que nous apportons à l'ensemble des parties, mais aussi parfois aux conciliateurs, comme je vous le disais, qui ne sont pas des professionnels, qui parfois viennent d'être élus d'ailleurs, et qui arrivent en conciliation pour la première fois. Donc il faut aussi leur expliquer le fonctionnement de cela, et puis soutenir psychologiquement les personnes que nous défendons, les professionnels de santé que je défends. Alors, diriez-vous que la résolution amiable des litiges en droit médical est possible et peut être développée ? Alors oui, tout à fait, d'autant plus que, comme je vous l'expliquais, c'est un domaine qui est de plus en plus formalisé. C'est un domaine qui évolue énormément. La doctrine est très active en droit de la santé, dans la réparation du dommage corporel. Nous avons des barèmes de réparation, barème Mornay, d'Intillac, qui ont été élaborés, qui évoluent aussi en faveur des victimes d'ailleurs, parce que vous avez des préjudices qui se développent et que les juridictions d'ailleurs acceptent d'indemniser. À partir du moment où la jurisprudence a pris ce mouvement-là, a choisi ce mouvement, les compagnies d'assurance suivent. Donc, c'est une stratégie. Aujourd'hui, la transaction, la négociation, la discussion avec les confrères est aujourd'hui une stratégie des compagnies d'assurance. Alors pour ça, et pour qu'on puisse aller au bout, tout dépend de la demande. Voilà. La demande, comme je vous le disais, en face, doit être basée sur des éléments concrets. Il est important que les professionnels de santé, qui n'ont pas que des devoirs, mais aussi des droits. Nous parlons beaucoup des droits des patients, c'est une très bonne chose, mais il ne faut pas aussi négliger les droits des professionnels de santé, parce que nous allons les perdre, nous allons avoir de moins en moins de médecins, ils ne voudront plus aller dans cette direction, puisque la médecine, la profession d'infirmière, une infirmière qui se lève à 5 heures pour commencer ses soins, tout ça, ce sont des vocations, donc il faut les soutenir également. Et le droit de la santé aujourd'hui, la responsabilité de ces professionnels est basée sur la faute. Donc il est important d'encadrer cette faute et de distinguer cette faute de l'accident, de l'erreur, de l'aléa et de n'engager leur responsabilité que sur le fondement de la faute. Et c'est pour cela qu'avant d'entrer en voie de négociation, il est important qu'une autorité, donc l'expert judiciaire nommé par un juge, puisse dire qu'au regard des données acquises de la science, au regard des référentiels scientifiques dont nous disposons, que celui-ci dise aux professionnels « vous avez commis une faute. Vous n'avez pas respecté vos obligations, donc votre responsabilité doit être engagée. » Si nous avons cette base très concrète, le professionnel va accepter sa responsabilité
Et ensuite, nous nous baserons sur d'autres outils qui sont les barèmes, en évaluant les différents préjudices et en faisant des propositions qui sont en général et de plus en plus, les compagnies d'assurance avec lesquelles je travaille en tout cas le respectent bien, qui s'approchent donc de ces barèmes. Et donc deuxième élément pour que cette transaction soit possible, c'est la partie adverse et ses demandes. Donc elles sont basées sur des éléments concrets, elles sont fixées et elles doivent donc être acceptées et pas disproportionnées comme je vous le disais. Dans ce cas-là, les deux parties considèrent qu'il y a un équilibre et acceptent d'en terminer et de résoudre le litige. Alors, là encore, le rôle de l'avocat est donc central car il connaît la matière. Ces demandes seront acceptables et pourront donc être acceptées. Tout à fait. C'est pour ça que il est important pour moi de travailler avec des confrères qui connaissent la matière et si ça n'est pas le cas, de bien orienter dès le départ le patient vers mon confrère afin de pouvoir discuter, travailler avec lui. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode d'Au fil du barreau vous a plu. Encore un grand merci à maître Caroline Camcar. Restez bien connectés pour ne pas louper le prochain épisode de notre podcast Au fil du barreau. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à partager cet épisode. À très vite.